Guy de Maupassant, l'ami Patience. Sais-tu ce qu'est devenu le Rémy? Il est capitaine au 6e dragon. Et Pinson, sous-préfet. Et Racollet, mort. Nous cherchions d'autres noms qui nous rappelaient des figures jeunes coiffées du képi à galons d'or. Nous avions retrouvé plus tard quelques-uns de ses camarades barbus, chauves, mariés, pères de plusieurs enfants, et ces rencontres avec ces changements nous avaient donné des frissons désagréables, nous montrant comme la vie est courte, comme tout passe, comme tout change. Mon ami demanda « Et Patience ?» Le gros Patience. Je poussai un sorte de hurlement. « Oh, quant à celui-là, écoute un peu. J'étais voici 4 ou 5 ans en tournée d'inspection à Limoges, attendant l'heure du dîner. Assis devant le grand café de la place du théâtre, je m'ennuyais ferme. Les commerçants s'en venaient, à 2, 3 ou 4, prendre l'absinthe ou le vermouth, parlaient tout haut de leurs affaires et de celles des autres, riaient violemment ou baissaient le ton pour se communiquer des choses importantes et délicates. Je me disais, que vais-je faire après dîner ? Et je songeais à la longue soirée dans cette ville de province, à la promenade lente et sinistre à travers les rues inconnues, à la tristesse accablante qui se dégage pour le voyageur solitaire, de ces gens qui passent et qui vous sont étrangers en tout, partout, par la forme du veston provincial, du chapeau et de la culotte, par les habitudes et l'accent local, tristesse pénétrante venue aussi des maisons, des boutiques, des voitures aux formes singulières, des bruits ordinaires auxquels on n'est point accoutumé, tristesse harcelante qui vous fait presser peu à peu le pas comme si on était perdu dans un pays dangereux qui vous oppresse, vous fait désirer l'hôtel, le hideux hôtel dont la chambre a conservé 1000 odeurs suspectes, dont le lit fait hésiter, dont la cuvette garde un cheveu collé dans la poussière du fond. Je songeais à tout cela en regardant allumer le gaz, sentant ma détresse d'isoler accrue par la tombée des ombres. Que vais-je faire après dîner ? J'étais seul, tout seul, perdu lamentablement. Un gros homme vint s'asseoir à la table voisine et il commanda d'une voix formidable. « Garçon, mon biteur !» Le mon sonna dans la phrase comme un coup de canon. Je compris aussitôt que tout était à lui, bien à lui dans l'existence, et pas à un autre, qu'il avait son caractère, nom d'un nom, son appétit, son pantalon, son n'importe quoi d'une façon propre, absolue, plus complète que n'importe qui. Puis il regarda autour de lui d'un air satisfait. On lui apporta son bitter et il appela « Mon journal !» Je me demandais « Quel peut bien être son journal ?» Le titre, certes, allait me révéler son opinion, ses théories, ses principes, ses marottes, ses naïvetés. Le garçon apporta Le Temps. Je fus surpris. Pourquoi Le Temps ? Journal grave, gris, doctrinaire, pondéré ? Je pensais, c'est donc un homme sage, de mœurs sérieuses, d'habitudes régulières, un bon bourgeois, enfin. Il posa sur son nez des lunettes d'or, se renversa et, avant de commencer à lire, il jeta de nouveau un regard circulaire. Il m'aperçut et se mit aussitôt à me considérer d'une façon insistante et gênante. J'allais même lui demander la raison de cette attention quand il me cria de sa place « Nom d'une pipe ! C'est bien Gontran l'Ardois !» Je répondis « Oui, monsieur, vous ne vous trompez pas. » Alors il se leva brusquement et s'en vint, les mains tendues. « Ah, mon vieux, comment vas-tu » Je demeurais fort gêné, ne le reconnaissant pas du tout. Je balbutiai. « Mais très bien, et vous ?» Il se mit à rire. « Je parie que tu ne me reconnais pas. »« Non, pas tout à fait. Il me semble... Cependant... » Il me tapa sur l'épaule. « Allons, pas de blague. Je suis Patience, Robert Patience, ton copain, ton camarade. » Je le reconnus. Oui,
Robert Patience, mon camarade de collège. C'était cela. Je serrai la main qu'il me tendait. Et toi, tu vas bien ? Moi, comme un charme. Son sourire chantait le triomphe. Il demanda « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» J'expliquai que j'étais inspecteur des finances en tournée. Il reprit, montrant ma décoration. « Alors, tu as réussi ?» Je répondis. « Oui, pas mal, et toi ?»« Oh, moi, très bien. »« Qu'est-ce que tu fais ?»« Je suis dans les affaires. »« Tu gagnes de l'argent ?»« Beaucoup, je suis très riche. »« Mais viens donc me demander à déjeuner, demain matin, midi, 17 rue du Coq qui chante. Tu verras mon installation. » Il parut hésiter une seconde, puis reprit. « Tu es toujours le bon zig d'autrefois. »« Mais je l'espère. »« Pas marié, n'est-ce pas ? » ?»« Non. Tant mieux. Et tu aimes toujours la joie et les pommes de terre. » Je commençais à le trouver déplorablement commun. Je répondis néanmoins. « Mais oui. »« Et les belles filles ? » ?»« Quant à ça, oui. » Il se mit à rire d'un bon rire satisfait. « Tant mieux, tant mieux. Te rappelles-tu notre première farce à Bordeaux, quand nous avons été souper à l'estaminet roupi ? Hein ? Quelle noce !» Je me rappelais, en effet, cette noce, et ce souvenir m'égaya. D'autres faits me revinrent à la mémoire, d'autres encore. Nous disions « Dis donc, et cette fois où nous avons enfermé le pion dans la cave du père Latoc ?» Et il riait, tapait du poing sur la table, reprenait. « Oui, et te rappelles-tu la gueule du professeur de géographie, monsieur Marin, quand nous avons fait partir un pétard dans la map-monde, au moment où il pérorait sur les principaux volcans du globe ?» Mais, brusquement, je lui demandai. « Et toi, es-tu marié ?» Il cria. « Depuis 10 ans, mon cher, et j'ai 4 enfants, des mioches étonnants. Mais tu les verras avec la mère. » Nous parlions fort. Les voisins se retournaient pour nous considérer avec étonnement. Tout à coup, mon ami regarda l'heure à sa montre, un chronomètre gros comme une citrouille, et il cria « Tonnerre, c'est embêtant, mais il faut que je te quitte. Le soir, je ne suis pas libre. » Il se leva, me prit les 2 mains, les secoua comme s'il voulait m'arracher les bras, et prononça « À demain, midi, c'est entendu !» C'est entendu. Je passais la matinée à travailler chez le trésorier payeur général. Il voulait me retenir à déjeuner, mais j'annonçai que j'avais rendez-vous chez un ami. Devant sortir, il m'accompagna. Je lui demandai « Savez-vous où est la rue du Coq qui chante ?» Il répondit « Oui, c'est à 5 minutes d'ici. Comme je n'ai rien à faire, je vais vous conduire. » Et nous nous mîmes en route. J'atteignis bientôt la rue Cherché. Elle était grande, assez belle, sur la limite de la ville et des champs. Je regardai les maisons et j'aperçus le 17. C'était une sorte d'hôtel avec un jardin derrière. La façade ornée de fresques à la mode italienne me parut de mauvais goût. On voyait des déesses penchant des urnes, d'autres dont un nuage cachait les beautés secrètes. 2 amours de pierre tenaient le numéro. Je dis au trésorier payeur général « C'est ici que je vais. » Et je tendis la main pour le quitter. Il fit un geste brusque et singulier, mais ne dit rien et serra la main que je lui présentai. Je sonnai. Une bonne apparut. Je demandai « Monsieur Patience, s'il vous plaît. » Elle répondit « C'est ici, monsieur. C'est à lui-même que vous désirez parler ?»« Mais oui. » Le vestibule était également orné de peintures dues au pinceau de quelque artiste du lieu. Des Paul et des Virginie s'embrassaient sous des palmiers noyés dans une lumière rose. Une lanterne orientale et hideuse pendait au plafond. Plusieurs portes étaient masquées par des tentures éclatantes. Mais ce qui me frappait surtout, c'était l'odeur. Une odeur écœurante et parfumée, rappelant la poudre de riz et la moisissure des caves. Une odeur indéfinissable, dans une atmosphère lourde, accablante, comme celle des étuves où l'on pétrit des corps humains. Je montais, derrière la bonne, un escalier de marbre que couvrait un tapis de genre oriental, et on m'introduisit dans un somptueux salon. Resté seul, je regardais autour de moi. La pièce était richement meublée, mais avec une prétention de parvenu polisson. Des gravures du siècle dernier, assez belles d'ailleurs, représentaient des femmes à haute coiffure poudrée,
à moitié nues, surprises par des messieurs galants en des postures intéressantes. Une autre dame, couchée en un grand lit ravagé, batifolait du pied avec un petit chien noyé dans les draps. Une autre résistait avec complaisance à son amant, dont la main fuyait sous les jupes. Un dessin montrait 4 pieds, dont les corps se devinaient, cachés derrière un rideau. La vaste pièce, entourée de divans moelleux, était tout entière imprégnée de cette odeur énervante et fade qui m'avait déjà saisi. Quelque chose de suspect se dégageait des murs, des étoffes, du luxe exagéré, de tout. Je m'approchai de la fenêtre pour regarder le jardin, dont j'apercevais les arbres. Il était fort grand, ombragé, superbe. Un large chemin contournait un gazon où s'égrenait dans l'air un jet d'eau, entrait sous des massifs, en ressortait plus loin. Et tout à coup, là-bas, tout au fond, entre 2 taillis d'arbustes, 3 femmes apparurent. Elles marchaient lentement, se tenant par le bras, vêtues de longs peignoirs blancs ennuagés de dentelle. 2 étaient blondes et l'autre brune. Elles rentrèrent aussitôt sous les arbres. Je demeurai saisi, ravi, devant cette courte et charmante apparition qui fit surgir en moi tout un monde poétique. Elle s'était montrée à peine, dans le jour qu'il fallait, dans ce cadre de feuilles, dans ce fond de parc secret et délicieux. J'avais revu, d'un seul coup, les belles dames de l'autre siècle, errant sous les charmilles, ces belles dames dont les gravures galantes des murs rappelaient les légères amours. Et je pensais au temps heureux, fleuri, spirituel et tendre, où les mœurs étaient si douces et les lèvres si faciles. Une grosse voix me fit bondir sur place. Patience était entré, et, radieux, me tendit les mains. Il me regarda au fond des yeux de l'air sournois qu'on prend pour les confidences amoureuses, et, d'un geste large et circulaire, d'un geste de Napoléon, il me montra son salon somptueux, son parc, les 3 femmes qui repassaient au fond, puis, d'une voix triomphante, où chantait l'orgueil, « Et dire que j'ai commencé avec rien, ma femme et ma belle-sœur. » Une soirée. Maître Saval, notaire à Vernon, aimait passionnément la musique. Jeune encore, chauve déjà, rasé toujours avec soin, un peu gros, comme il sied, portant un pince-nez d'or au lieu des antiques lunettes, actif, galant et joyeux, il passait dans Vernon pour un artiste. Il touchait du piano et jouait du violon, donnait des soirées musicales où l'on interprétait les opéras nouveaux. Il avait même ce qu'on appelle un filet de voix, rien qu'un filet, un tout petit filet, mais il le conduisait avec tant de goût que les bravos, exquis, surprenants, adorables, jaillissaient de toutes les bouches dès qu'il avait murmuré la dernière note. Il était abonné chez un éditeur de musique de Paris qui lui adressait les nouveautés et il envoyait de temps en temps à la haute société de la ville des petits billets ainsi tournés. Vous êtes prié d'assister, lundi soir, chez monsieur Saval, notaire, à la première audition à Vernon du Saïs. Quelques officiers, doués de jolies voix, faisaient les chœurs. 2 ou 3 dames du cru chantaient aussi. Le notaire remplissait le rôle de chef d'orchestre avec tant de sûreté que le chef de musique du 190e de ligne avait dit de lui, un jour, au Café de l'Europe, « Oh, monsieur Saval, c'est un maître. Il est bien malheureux qu'il n'ait pas embrassé la carrière des arts. » Quand on citait son nom dans un salon, il se trouvait toujours quelqu'un pour déclarer « Ce n'est pas un amateur, c'est un artiste, un véritable artiste. » Et 2 ou 3 personnes répétaient, avec une conviction profonde « Oh oui, un véritable artiste !» en appuyant beaucoup sur « véritable ». Chaque fois qu'une œuvre nouvelle était interprétée sur une grande scène de Paris, M. Saval faisait le voyage. Or, l'an dernier, il voulut, selon sa coutume, aller entendre Henri VIII. Il prit donc l'express qui arrive à Paris à 4h30, étant résolu à repartir par le train de minuit 35, pour ne point coucher à l'hôtel. Il avait endossé chez lui la tenue de soirée, habit noir et cravate blanche, qu'il dissimulait sous son pardessus au col relevé. Dès qu'il eut mis le pied rue d'Amsterdam, il se sentit tout joyeux. Il se disait
Décidément, l'air de Paris ne ressemble à aucun air. Il a un je ne sais quoi de montant, d'excitant, de grisant qui vous donne une drôle d'envie de gambader et de faire bien autre chose encore. Dès que je débarque ici, il me semble, tout d'un coup, que je viens de boire une bouteille de champagne. Quelle vie on pourrait mener dans cette ville, au milieu des artistes. Heureux les élus, les grands hommes qui jouissent de la renommée dans une pareille ville. Quelle existence est la leur. Et il faisait des projets. Il aurait voulu connaître quelques-uns de ces hommes célèbres pour parler d'eux à Vernon et passer de temps en temps une soirée chez eux lorsqu'ils venaient à Paris. Mais tout à coup, une idée le frappa. Il avait entendu citer des petits cafés du boulevard extérieur où se réunissaient des peintres déjà connus, des hommes de lettres, même des musiciens, et il se mit à monter vers Montmartre d'un pas lent. Il avait 2 heures devant lui. Il voulait voir. Il passa devant les brasseries fréquentées par les derniers bohèmes, regardant les têtes, cherchant à deviner les artistes. Enfin, il entra au rat mort, alléché par le titre. 5 ou 6 femmes accoudées sur les tables de marbre parlaient bas de leurs affaires d'amour, des querelles de Lucie avec Hortense, de la gredinerie d'Octave. Elles étaient mûres, trop grasses ou trop maigres, fatiguées, usées. On les devinait presque chauves, et elles buvaient des bocs comme des hommes. Monsieur Saval s'assit loin d'elles et attendit, car l'heure de l'absinthe approchait. Un grand jeune homme vint bientôt se placer près de lui. La patronne l'appela Monsieur Romantin. Le notaire tressaillit. Est-ce Romantin qui venait d'avoir une première médaille au dernier salon ? Le jeune homme, d'un geste, fit venir le garçon. « Tu vas me donner à dîner tout de suite, et puis tu porteras à mon nouvel atelier, 15 boulevard de Clichy, 30 bouteilles de bière et le jambon que j'ai commandé ce matin. Nous allons pendre la crémaillère. » Monsieur Saval, aussitôt, se fit servir à dîner. Puis il ôta son pardessus, montrant un habit et sa cravate blanche. Son voisin ne paraissait point le remarquer. Il avait pris un journal et lisait. Monsieur Saval le regardait de côté, brûlant du désir de lui parler. 2 jeunes hommes entrèrent, vêtus de vestes de velours rouge et portant des barbes en pointe à la Henri III. Ils s'assirent en face de Romantin. Le premier dit « C'est pour ce soir ?» Romantin lui serra la main. « Je te crois, mon vieux, et tout le monde y sera. J'ai Bonnat, Guillemet, Gervex, Béraud, Hébert, Duez, Clérin, Jean-Paul Laurens. Ce sera une fête épatante. Et des femmes, tu verras. Toutes les actrices sans exception. Toutes celles qui n'ont rien à faire ce soir, bien entendu. » Le patron de l'établissement s'était approché. « Vous la pendez souvent, cette crémaillère ?» Le peintre répondit. « Je vous crois, tous les 3 mois, à chaque terme. » Monsieur Saval n'y tint plus, et, d'une voix hésitante, « Je vous demande pardon de vous déranger, monsieur, mais j'ai entendu prononcer votre nom, et je serais fort désireux de savoir si vous êtes bien monsieur Romantin, dont j'ai tant admiré l'œuvre au dernier salon. » L'artiste répondit. « Lui-même en personne, monsieur. » Le notaire, alors, fit un compliment bien tourné, prouvant qu'il avait des lettres. Le peintre, séduit, répondit par des politesses. On causa. Romantin en revint à sa crémaillère, détaillant les magnificences de la fête. Monsieur Saval l'interrogea sur tous les hommes qu'il allait recevoir, ajoutant « Ce serait, pour un étranger, une extraordinaire bonne fortune que de rencontrer, d'un seul coup, tant de célébrités réunies chez un artiste de votre valeur. » Romantin, conquis, répondit « Si ça peut vous être agréable, venez. » Monsieur Saval accepta avec enthousiasme, pensant « J'aurai toujours le temps de voir Henri VIII. » Tous deux avaient achevé leur repas. Le notaire s'acharna à payer les 2 notes, voulant répondre aux gracieusetés de son voisin. Il paya aussi les consommations des jeunes gens en velours rouge, puis il sortit avec son peintre. Ils s'arrêtèrent devant une maison très longue et peu élevée, dont tout le premier étage avait l'air d'une serre interminable. 6 ateliers s'alignaient à la file, en façade sur le boulevard. Romantin entra le premier, monta l'escalier, ouvrit une porte, alluma une allumette, puis une bougie. Il se trouvait dans une pièce démesurée, dont le mobilier consistait en 3 chaises, 2 chevalets et quelques esquisses posées par terre, le long des murs. Monsieur Saval, stupéfait, restait immobile sur la porte.
Le peintre prononça. « Voilà, nous avons la place, mais tout est à faire. » Puis, examinant le haut appartement nu dont le plafond se perdait dans l'ombre, il déclara. « On pourrait tirer un grand parti de cet atelier. » Il en fit le tour en le contemplant avec la plus grande attention, puis reprit. « J'ai bien une maîtresse qui aurait pu nous aider. Pour draper des étoffes, les femmes sont incomparables. Mais je l'ai envoyée à la campagne pour aujourd'hui, afin de m'en débarrasser ce soir. Ce n'est pas qu'elle m'ennuie, mais elle manque par trop d'usage. Cela m'aurait gêné pour mes invités. » Il réfléchit quelques secondes, puis ajouta. « C'est une bonne fille, mais pas commode. Si elle savait que je reçois du monde, elle m'arracherait les yeux. » Monsieur Saval n'avait point fait un mouvement. Il ne comprenait pas. L'artiste s'approcha de lui. « Puisque je vous ai invité, vous allez m'aider à quelque chose. » Le notaire déclara. « Usez de moi comme vous voudrez. Je suis à votre disposition. » Romantin ôta sa jaquette. « Eh bien, citoyen, à l'ouvrage. Nous allons d'abord nettoyer. » Il alla derrière le chevalet, qui portait une toile représentant un chat, et prit un balai très usé. « Tenez, balayez pendant que je vais me préoccuper de l'éclairage. » Monsieur Saval prit le balai, le considéra, et se mit à frotter maladroitement le parquet en soulevant un ouragan de poussière. Romantin, indigné, l'arrêta. « Vous ne savez donc pas balayer, sacrebleu! Tenez, regardez-moi !» Et il commença à rouler devant lui des tas d'ordures grises, comme s'il n'eût fait que cela toute sa vie, puis il rendit le balai au notaire, qui l'imita. En 5 minutes, une telle fumée de poussière emplissait l'atelier que Romantin demanda « Où êtes-vous ? Je ne vous vois plus. » Monsieur Saval, qui toussait, se rapprocha. Le peintre lui dit « Comment vous y prendriez-vous pour faire un lustre ?» L'autre, abasourdi, demanda « Quel lustre ? Mais un lustre pour éclairer, un lustre avec des bougies. » Le notaire ne comprenait point. Il répondit « Je ne sais pas. » Le peintre se mit à gambader en jouant des castagnettes avec ses doigts. « Eh bien, moi, j'ai trouvé, monseigneur. » Puis il reprit avec plus de calme. « Vous avez bien 5 francs sur vous. » Monsieur Saval répondit. « Mais oui. » L'artiste reprit. « Eh bien, vous allez m'acheter pour 5 francs de bougies pendant que je vais aller chez le tonnelier. » Et il poussa dehors le notaire en habit. Au bout de 5 minutes, ils étaient revenus, rapportant l'un des bougies, l'autre un cercle de futailles. Puis Romantin plongea dans un placard et en tira une 20aine de bouteilles vides, qu'il attacha en couronne autour du cercle. Il descendit ensuite emprunter une échelle à la concierge, après avoir expliqué qu'il avait obtenu les faveurs de la vieille femme en faisant le portrait de son chat exposé sur le chevalet. Lorsqu'il fut remonté avec un escabeau, il demanda à M. Saval « Êtes-vous souple ?» L'autre, sans comprendre, répondit « Mais oui. »« Eh bien, vous allez grimper là-dessus et m'attacher ce lustre-là à l'anneau du plafond. Puis vous mettrez une bougie dans chaque bouteille et vous allumerez. Je vous dis que j'ai le génie de l'éclairage. Mais retirez votre habit, sacrebleu, vous avez l'air d'un larbin. » La porte s'ouvrit brutalement. Une femme parut, les yeux brillants, et demeura debout sur le seuil. Romantin la considérait avec une épouvante dans le regard. Elle attendit quelques secondes, croisa les bras sur sa poitrine, puis, d'une voix aiguë, vibrante, exaspérée, « Ah, sale mufle, c'est comme ça que tu me lâches ?» Romantin ne répondit pas. Elle reprit. « Ah, gredin, tu faisais le gentil encore en m'envoyant à la campagne. Tu vas voir un peu comme je vais l'arranger ta fête. Oui, c'est moi qui va les recevoir, tes amis. » Elle s'animait. « Je vas leur en flanquer par la figure des bouteilles et des bougies. » Romantin prononça d'une voix douce. « Mathilde !» Mais elle ne l'écoutait pas. Elle continuait. « Attends un peu, mon gaillard, attends un peu. » Romantin s'approcha, essayant de lui prendre les mains. « Mathilde !» Mais elle était lancée maintenant. Elle allait, vidant sa hotte aux gros mots et son sac aux reproches. Cela coulait de sa bouche comme un ruisseau qui roule des ordures. Les paroles précipitées semblaient se battre pour sortir. Elle bredouillait, bégayait, bafouillait, retrouvant soudain de la voix pour jeter une injure, un juron. Il lui avait saisi les mains sans qu'elle s'en aperçût. Elle ne semblait même pas le voir, tout occupée à parler, à soulager son cœur. Et soudain, elle pleura.
Les larmes lui coulaient des yeux sans qu'elle arrêtât le flux de ses plaintes. Mais les mots avaient pris des intonations criardes et fausses, des notes mouillées, puis des sanglots l'interrompirent. Elle repartit encore 2 ou 3 fois, arrêtée soudain par un étranglement, et enfin se tut dans un débordement de larmes. Alors il la serra dans ses bras, lui baisant les cheveux, attendri lui-même. « Mathilde, ma petite Mathilde, écoute, tu vas être bien raisonnable. Tu sais, si je donne une fête, c'est pour remercier ces messieurs pour ma médaille du salon. Je ne peux pas recevoir de femmes, tu devrais comprendre ça. Avec les artistes, ça n'est pas comme avec tout le monde. » Elle balbutia dans ses pleurs. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Il reprit. « C'était pour ne point te fâcher, ne point te faire de peine. Écoute, je vais te reconduire chez toi. Tu seras bien sage, bien gentille. Tu resteras tranquillement à m'attendre dans le dodo, et je reviendrai sitôt que ce sera fini. » Elle murmura. « Oui, mais tu ne recommenceras pas. »« Non, je te le jure. » Il se tourna vers M. Saval, qui venait d'accrocher enfin le lustre. « Mon cher ami, je reviens dans 5 minutes. Si quelqu'un arrivait en mon absence, faites les honneurs pour moi, n'est-ce pas ?» Et il entraîna Mathilde, qui s'essuyait les yeux et se mouchait coup sur coup. Resté seul, M. Saval acheva de mettre de l'ordre autour de lui. Puis il alluma les bougies et attendit. Il attendit un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure. Romantin ne revenait pas. Puis, tout à coup, ce fut dans l'escalier un bruit effroyable, une chanson hurlée en chœur par 20 bouches, et un pas rythmé comme celui d'un régiment prussien. Les secousses régulières des pieds ébranlaient la maison tout entière. La porte s'ouvrit, une foule parut. Hommes et femmes à la file, se tenant par les bras, 2 par 2, et tapant du talon en cadence, s'avancèrent dans l'atelier, comme un serpent qui se déroule. Ils hurlaient. « Entrez dans mon établissement, bonnes d'enfants et soldats !» Monsieur Saval, éperdu, en grande tenue, restait debout sous le lustre. La procession l'aperçut et poussa un hurlement. « Un larbin ! Un larbin !» et se mit à tourner autour de lui, l'enfermant dans un cercle de vocifération. Puis on se prit par la main et on dansa une ronde affolée. Il essayait de s'expliquer. « Messieurs, messieurs, mesdames !» Mais on ne l'écoutait pas. On tournait, on sautait, on braillait. À la fin, la danse s'arrêta. Monsieur Saval prononça « Messieurs !» Un grand garçon blond et barbu jusqu'au nez lui coupa la parole. « Comment vous appelez-vous, mon ami ?» Le notaire, effaré, prononça « Je suis monsieur Saval. » Une voix cria « Tu veux dire Baptiste ?» Une femme dit « Laissez-le donc tranquille, ce garçon. Il va se fâcher à la fin. Il est payé pour nous servir et pas pour se faire moquer de lui. » Alors M. Saval s'aperçut que chaque invité apportait ses provisions. L'un tenait une bouteille et l'autre un pâté. Celui-ci un pain, celui-là un jambon. Le grand garçon blond lui mit dans les bras un saucisson démesuré et commanda « Tiens, va dresser le buffet, dans le coin, là-bas. Tu mettras les bouteilles à gauche et les provisions à droite. » Saval, perdant la tête, s'écria « Mais, messieurs, je suis un notaire !» Il y eut un instant de silence, puis un rire fou. Un monsieur soupçonneux demanda « Comment êtes-vous ici ?» Il s'expliqua, racontant son projet d'écouter l'opéra, son départ de Vernon, son arrivée à Paris, toute sa soirée. On s'était assis autour de lui pour l'écouter. On lui lançait des mots, on l'appelait Scheherazade. Romantin ne revenait pas. D'autres invités arrivaient. On leur présentait M. Saval pour qu'il recommençât son histoire. Il refusait, on le forçait à raconter. On l'attacha sur une des 3 chaises, entre 2 femmes qui lui versaient sans cesse à boire. Il buvait, il riait, il parlait, il chantait aussi. Il voulut danser avec sa chaise, il tomba. À partir de ce moment, il oublia tout. Il lui sembla pourtant qu'on le déshabillait, qu'on le couchait et qu'il avait mal au cœur. Il faisait grand jour quand il s'éveilla, étendu, au fond d'un placard dans un lit qu'il ne connaissait pas. Une vieille femme, un balai à la main, le regardait d'un air furieux. À la fin, elle prononça « Salaud, va, salaud ! Si c'est permis de se saouler comme ça !»
Il s'assit sur son séant, il se sentait mal à son aise. Il demanda « Où suis-je » ?« Où vous êtes, salaud ? Vous êtes gris. Allez-vous bientôt décaniller, et plus vite que ça !» Il voulut se lever. Il était nu, dans ce lit. Ses habits avaient disparu. Il prononça « Madame, je… » Puis il se souvint. Que faire ? Il demanda « Monsieur Romantin n'est pas rentré ?» La concierge vociféra « Voulez-vous bien décaniller ? Qu'il ne vous trouve pas ici, au moins !» Monsieur Saval, confus, déclara « Je n'ai plus mes habits, on me les a pris. » Il dut attendre, expliquer son cas, prévenir des amis, emprunter de l'argent pour se vêtir. Il ne repartit que le soir. Et quand on parle musique chez lui, dans son beau salon de Vernon, il déclare avec autorité que la peinture est un art fort inférieur. Une vendetta. La veuve de Paolo Saverini habitait seule avec son fils une petite maison pauvre sur les remparts de Bonifacio. La ville, bâtie sur une avancée de la montagne, suspendue même par place au-dessus de la mer, regarde, par-dessus le détroit hérissé d'écueils, la côte plus basse de la Sardaigne. À ses pieds, de l'autre côté, la contournant presque entièrement, une coupure de la falaise qui ressemble à un gigantesque corridor, lui sert de port, amène jusqu'aux premières maisons, après un long circuit entre deux murailles abruptes, les petits bateaux pêcheurs italiens ou sardes, et, chaque quinzaine, le vieux vapeur poussif qui fait le service d'Ajaccio. Sur la montagne blanche, le tas de maisons pose une tache plus blanche encore. Elles ont l'air de nids d'oiseaux sauvages, accrochés ainsi sur ce roc, dominant ce paysage terrible où ne s'aventurent guère les navires. Le vent, sans repos, fatigue la mer, fatigue la côte nue, rongée par lui, à peine vêtue d'herbe. Il s'engouffre dans le détroit dont il ravage les deux bords. Les traînées d'écume pâle, accrochées aux pointes noires des innombrables rocs qui percent partout les vagues, ont l'air de lambeaux de toile flottants et palpitant à la surface de l'eau. La maison de la veuve Saverini, soudée au bord même de la falaise, ouvrait ses 3 fenêtres sur cet horizon sauvage et désolé. Elle vivait là, seule, avec son fils Antoine et leur chienne sémillante, grande bête maigre, aux poils longs et rudes, de la race des gardeurs de troupeaux. Elle servait au jeune homme pour chasser. Un soir, après une dispute, Antoine Saverini fut tué traîtreusement d'un coup de couteau par Nicolas Ravolati, qui, la nuit même, gagna la Sardaigne. Quand la vieille mère reçut le corps de son enfant, que des passants lui rapportèrent, elle ne pleura pas, mais elle demeura longtemps immobile à le regarder. Puis, étendant sa main ridée sur le cadavre, elle lui promit la vendetta. Elle ne voulut point qu'on restât avec elle, et elle s'enferma auprès du corps avec la chienne, qui hurlait. Elle hurlait, cette bête, d'une façon continue, debout au pied du lit, la tête tendue vers son maître, et la queue serrée entre les pattes. Elle ne bougeait pas plus que la mère, qui, penchée maintenant sur le corps, l'œil fixe, pleurait de grosses larmes muettes en le contemplant. Le jeune homme, sur le dos, vêtu de sa veste de gros drap trouée et déchirée à la poitrine, semblait dormir, mais il avait du sang partout. Sur la chemise arrachée pour les premiers soins, sur son gilet, sur sa culotte, sur la face, sur les mains. Des caillots de sang s'étaient figés dans la barbe et dans les cheveux. La vieille mère se mit à lui parler. Au bruit de cette voix, la chienne se tut. « Va, va, tu seras vengé, mon petit, mon garçon, mon pauvre enfant. Dors, dors, tu seras vengé, entends-tu ? C'est la mère qui le promet. Et elle tient toujours sa parole, la mère, tu le sais bien. » Et, lentement, elle se pencha vers lui, collant ses lèvres froides sur les lèvres mortes. Alors, sémillante se remit à gémir. Elle poussait une longue plainte monotone, déchirante, horrible. Elles restèrent là, toutes les deux, la femme et la bête,
jusqu'au matin. Antoine Saverini fut enterré le lendemain, et bientôt on ne parla plus de lui dans Bonifacio. Il n'avait laissé ni frère, ni proche cousin. Aucun homme n'était là pour poursuivre la vendetta. Seule la mère y pensait, la vieille. De l'autre côté du détroit, elle voyait du matin au soir un point blanc sur la côte. C'est un petit village sarde, Longo Sardo, où se réfugient les bandits corses traqués de trop près. Ils peuplent presque seuls ce hameau, en face des côtes de leur patrie, et ils attendent là le moment de revenir, de retourner au maquis. C'est dans ce village, elle le savait, que s'était réfugié Nicolas Ravolati. Toute seule, tout le long du jour, assise à sa fenêtre, elle regardait là-bas en songeant à la vengeance. Comment ferait-elle sans personne, infirme, si près de la mort ? Mais elle avait promis, elle avait juré sur le cadavre. Elle ne pouvait oublier, elle ne pouvait attendre. Que ferait-elle ? Elle ne dormait plus la nuit. Elle n'avait plus ni repos, ni apaisement. Elle cherchait, obstinée. La chienne, à ses pieds, sommeillait et parfois, levant la tête, hurlait au loin. Depuis que son maître n'était plus là, elle hurlait souvent ainsi, comme si elle l'eût appelé, comme si son âme de bête, inconsolable, eût aussi gardé le souvenir que rien n'efface. Or, une nuit, comme Sémillante se remettait à gémir, la mère, tout à coup, eut une idée de sauvage vindicatif et féroce. Elle la médita jusqu'au matin. Puis, levée dès les approches du jour, elle se rendit à l'église. Elle pria, prosternée sur le pavé, abattue devant Dieu, le suppliant de l'aider, de la soutenir, de donner à son pauvre corps usé la force qu'il lui fallait pour venger le fils. Puis elle rentra. Elle avait dans sa cour un ancien baril défoncé qui recueillait l'eau des gouttières. Elle le renversa, le vida, l'assujettit contre le sol avec des pieux et des pierres. Puis elle enchaîna Sémillante à cette niche et elle rentra. Elle marchait maintenant, sans repos, dans sa chambre, l'œil fixé toujours sur la côte de Sardaigne. Il était là-bas, l'assassin. La chienne, tout le jour et toute la nuit, hurla. La vieille, au matin, lui porta de l'eau dans une jatte. Mais rien de plus. Pas de soupe, pas de pain. La journée encore s'écoula. Sémillante, exténuée, dormait. Le lendemain, elle avait les yeux luisants, le poil hérissé, et elle tirait éperdument sur sa chaîne. La vieille ne lui donna encore rien à manger. La bête, devenue furieuse, aboyait d'une voix rauque. La nuit encore se passa. Alors, au jour levé, la mère Saverini alla chez le voisin, prier qu'on lui donnât 2 bottes de paille. Elle prit de vieilles hardes qu'avait portées autrefois son mari, et les bourra de fourrage pour simuler un corps humain. Ayant piqué un bâton dans le sol, devant la niche de Sémillante, elle noua dessus ce mannequin, qui semblait ainsi se tenir debout. Puis elle figura la tête au moyen d'un paquet de vieux linge. La chienne, surprise, regardait cet homme de paille, et se taisait, bien que dévorée de faim. Alors la vieille alla acheter chez le charcutier un long morceau de boudin noir. Rentrée chez elle, elle alluma un feu de bois dans sa cour, auprès de la niche, et fit griller son boudin. Sémillante, affolée, bondissait, écumait, les yeux fixés sur le grill, dont le fumet lui entrait au ventre. Puis la mère fit de cette bouillie fumante une cravate à l'homme de paille. Elle la lui ficela longtemps autour du cou, comme pour la lui entrer dedans. Quand ce fut fini, elle déchaîna la chienne. D'un saut formidable, la bête atteignit la gorge du mannequin et, les pattes sur les épaules, se mit à la déchirer. Elle retombait, un morceau de sa proie à la gueule, puis s'élançait de nouveau, enfonçait ses crocs dans les cordes, arrachait quelques parcelles de nourriture, retombait encore, et rebondissait, acharnée. Elle enlevait le visage par grands coups de dents, mettait en lambeaux le col entier. La vieille, immobile et muette, regardait, l'œil allumé. Puis elle renchaîna sa bête, la fit encore jeûner 2 jours, et recommença cet étrange exercice. Pendant 3 mois, elle l'habitua à cette sorte de lutte, à ce repas conquis à coups de crocs.
Elle ne l'enchaînait plus maintenant, mais elle la lançait d'un geste sur le mannequin. Elle lui avait appris à le déchirer, à le dévorer, sans même qu'aucune nourriture fût cachée en sa gorge. Elle lui donnait ensuite, comme récompense, le boudin grillé pour elle. Dès qu'elle apercevait l'homme, sémillante frémissait, puis tournait les yeux vers sa maîtresse, qui lui criait « Va !» d'une voix sifflante, en levant le doigt. Quand elle jugea le temps venu, la mère Saverini alla se confesser et communia un dimanche matin avec une ferveur extatique. Puis, ayant revêtu des habits de malle, semblable à un vieux pauvre déguenillé, elle fit marcher avec un pêcheur sarde qui la conduisit, accompagnée de sa chienne, de l'autre côté du détroit. Elle avait, dans un sac de toile, un grand morceau de boudin. Sémillante jeûnait depuis 2 jours. La vieille femme, à tout moment, lui faisait sentir la nourriture odorante et l'excitait. Elles entrèrent dans l'Ogo Sardo. La Corse allait en boitillant. Elle se présenta chez un boulanger et demanda la demeure de Nicolas Ravolati. Il avait repris son ancien métier, celui de menuisier. Il travaillait seul au fond de sa boutique. La vieille poussa la porte et l'appela. « Hé, Nicolas !» Il se tourna. Alors, lâchant sa chienne, elle cria « Va, va, dévore, dévore !» L'animal, affolé, s'élança, saisit la gorge. L'homme étendit les bras, l'étreignit, roula par terre. Pendant quelques secondes, il se tordit, battant le sol de ses pieds. Puis il demeura immobile pendant que Sémillante lui fouillait le cou, qu'elle arrachait par lambeaux. 2 voisins, assis sur leur porte, se rappelèrent parfaitement avoir vu sortir un vieux pauvre avec un chien noir efflanqué qui mangeait, tout en marchant, quelque chose de brun que lui donnait son maître. La vieille, le soir, était rentrée chez elle. Elle dormit bien cette nuit-là. Le vengeur. Quand M. Antoine Leuillet épousa Madame veuve Mathilde Souris, il était amoureux d'elle depuis bientôt 10 ans. M. Souris avait été son ami, son vieux camarade de collège. Leuillet l'aimait beaucoup, mais le trouvait un peu godiche. Il disait souvent « Ce pauvre Souris n'a pas inventé la poudre ». Quand Souris épousa mademoiselle Mathilde Duval, Leuillet fut surpris et un peu vexé, car il avait pour elle un léger béguin. C'était la fille d'une voisine, ancienne mercière retirée, avec une toute petite fortune. Elle était jolie, fine, intelligente. Elle prit Souris pour son argent. Alors Leuillet eut d'autres espoirs. Il fit la cour à la femme de son ami. Il était bien de sa personne, pas bête, riche aussi. Il se croyait sûr du succès. Il échoua. Alors il devint amoureux tout à fait, un amoureux que son intimité avec le mari rendait discret, timide, embarrassé. Madame Souris crut qu'il ne pensait plus à elle avec des idées entreprenantes et devint franchement son ami. Cela dura 9 ans. Or, un matin, un commissionnaire apporta à Leuillet un mot éperdu de la pauvre femme. Souris venait de mourir subitement de la rupture d'un anévrisme. Il eut une secousse épouvantable, car ils étaient du même âge, mais presque aussitôt une sensation de joie profonde, de soulagement infini, de délivrance, lui pénétra le corps et l'âme. Madame Souris était libre. Il sut montrer cependant l'air affligé qu'il fallait. Il attendit le temps voulu, observa toutes les convenances. Au bout de 15 mois, il épousa la veuve. On jugea cet acte naturel et même généreux. C'était le fait d'un bon ami et d'un honnête homme. Il fut heureux enfin, tout à fait heureux. Ils vécurent dans la plus cordiale intimité, s'étant compris et appréciés du premier coup. Ils n'avaient rien de secret l'un pour l'autre et se racontaient leurs plus intimes pensées. Leuillet aimait sa femme maintenant d'un amour tranquille et confiant. Il l'aimait comme une compagne tendre et dévouée qui est une égale et une confidente.
mais il lui restait à l'âme une singulière et inexplicable rancune contre Feu Souris, qui avait possédé cette femme le premier, qui avait eu la fleur de sa jeunesse et de son âme, qui l'avait même un peu dépoétisée. Le souvenir du mari mort gâtait la félicité du mari vivant, et cette jalousie posthume harcelait maintenant jour et nuit le cœur de l'œillet. Il en arrivait à parler sans cesse de Souris, à demander sur lui 1000 détails intimes et secrets, à vouloir tout connaître de ses habitudes et de sa personne. Et il le poursuivait de railleries jusqu'au fond de son tombeau, rappelant avec complaisance ses travers, insistant sur ses ridicules, appuyant sur ses défauts. À tout moment, il appelait sa femme, d'un bout à l'autre de la maison. « Hé, Mathilde !»« Voilà, mon ami. »« Viens me dire un mot. » Elle arrivait, toujours souriante, sachant bien qu'on allait parler de Souris et flattant cette manie inoffensive de son nouvel époux. « Dis donc, te rappelles-tu un jour où Souris a voulu me démontrer comme quoi les petits hommes sont toujours plus aimés que les grands ?» Et il se lançait en des réflexions désagréables pour le défunt qui était petit, et discrètement avantageuses pour lui, l'œillet, qui était grand. Et madame l'œillet lui laissait entendre qu'il avait bien raison, et elle riait de tout son cœur, se moquant doucement de l'ancien époux pour le plus grand plaisir du nouveau qui finissait toujours par ajouter « C'est égal, ce Souris, quel godiche !» Ils étaient heureux, tout à fait heureux, et l'œillet ne cessait de prouver à sa femme son amour inapaisé par toutes les manifestations d'usage. Or, une nuit, comme ils ne parvenaient point à s'endormir, émus tous deux par un regain de jeunesse, l'œillet, qui tenait sa femme étroitement serrée en ses bras et qui l'embrassait à pleines lèvres, lui demanda tout à coup « Dis donc, chérie. »« Hein ?»« Souris, c'est difficile ce que je vais te demander. Souris était-il bien amoureux ?» Elle lui rendit un gros baiser et murmura « Pas tant que toi, mon chat. » Il fut flatté dans son amour-propre d'homme et reprit. « Il devait être godiche, dit. » Elle ne répondit pas. Elle eut seulement un petit rire de malice en cachant sa figure dans le cou de son mari. Il demanda. « Il devait être très godiche et pas, comment dirais-je, pas habile ?» Elle fit de la tête un léger mouvement qui signifiait « Non, pas habile du tout. » Il reprit. « Il devait bien t'ennuyer la nuit, hein ?» Elle eut, cette fois, un accès de franchise en répondant « Oh, oui !» Il l'embrassa de nouveau pour cette parole et murmura « Quelle brute c'était ! Tu n'étais pas heureuse avec lui ?» Elle répondit « Non, ça n'était pas gai tous les jours. » L'œillet se sentit enchanté, établissant en son esprit une comparaison tout à son avantage entre l'ancienne situation de sa femme et la nouvelle. Il demeura quelque temps sans parler, puis il eut une secousse de gaieté et demanda « Dis donc. »« Quoi ? » ?»« Veux-tu être bien franche avec moi ?»« Mais oui, mon ami. »« Eh bien, là, vrai. Est-ce que tu n'as jamais eu la tentation de le tromper, cet imbécile de Souris ?» Madame l'œillet fit un petit « Oh !» de pudeur et se cacha encore plus étroitement dans la poitrine de son mari. Mais il s'aperçut qu'elle riait. Il insista. « Là, vraiment, avoue-le. Il avait si bien une tête de cocu, cet animal-là. Ce serait si drôle, ce bon Souris. Voyons, ma chérie, tu peux bien me dire ça, à moi surtout. » Il insistait sur « à moi », pensant bien que si elle avait eu quelque goût pour tromper Souris, c'est avec lui. L'œillet, qu'elle l'aurait fait. Et il frémissait de plaisir dans l'attente de cet aveu, sûr que, si elle n'avait pas été la femme vertueuse qu'elle était, il l'aurait obtenu alors. Mais elle ne répondait pas, riant toujours comme au souvenir d'une chose infiniment comique. L'œillet, à son tour, se mit à rire à cette pensée qu'il aurait pu faire Souris cocu. Quel bon tour!
Quelle belle farce! Ah oui, la bonne farce, vraiment. Il balbutiait, tout secoué par sa joie. Ce pauvre souris, ah oui, il en avait la tête. Ah oui, ah oui. Madame Leuillet, maintenant, se tordait sous les draps, riant à pleurer, poussant presque des cris. Et Leuillet répétait « Allons, avoue-le, sois franche. Tu comprends bien que ça ne peut pas m'être désagréable à moi. » Alors elle balbutia en étouffant « Oui, oui. » Son mari insistait. « Oui, quoi? Voyons, dis tout. » Elle ne rit plus que d'une façon discrète et haussant la bouche jusqu'aux oreilles de Leuillet qui s'attendait à une agréable confidence. Elle murmura « Oui, je l'ai trompé. » Il sentit un frisson de glace qui lui courut jusque dans les os et bredouilla, éperdu. « Tu l'as trompé? Tout à fait. » Elle crut encore qu'il trouvait la chose infiniment plaisante et répondit « Oui, tout à fait, tout à fait. » Il fut obligé de s'asseoir dans le lit tant il se sentit saisi, la respiration coupée, bouleversé comme s'il venait d'apprendre qu'il était lui-même cocu. Il ne dit rien d'abord, puis, au bout de quelques secondes, il prononça simplement « Ah !» Elle avait aussi cessé de rire, comprenant trop tard sa faute. Leuillet, enfin, demanda « Et avec qui ?» Elle demeura muette, cherchant une argumentation. Il reprit « Avec qui ?» Elle dit enfin « Avec un jeune homme. » Il se tourna vers elle brusquement et, d'une voix sèche, « Je pense bien que ce n'est pas avec une cuisinière. Je te demande quel jeune homme, entends-tu ?» Elle ne répondit rien. Il saisit le drap dont elle se couvrait la tête et le rejeta au milieu du lit, répétant « Je veux savoir avec quel jeune homme, entends-tu ?» Alors elle prononça péniblement « Je voulais rire. » Mais il frémissait de colère. « Quoi? Comment? Tu voulais rire? Tu te moquais de moi, alors? Mais je ne me paye pas de ces défaites-là, entends-tu? Je te demande le nom du jeune homme. » Elle ne répondit pas, demeurant sur le dos, immobile. Il lui prit le bras qu'il serra vivement. « M'entends-tu, à la fin? Je prétends que tu me répondes quand je te parle. » Alors, elle prononça nerveusement. « Je crois que tu deviens fou. Laisse-moi tranquille. » Il tremblait de fureur, ne sachant plus que dire, exaspéré, et il la secouait de toute sa force, répétant « M'entends-tu? M'entends-tu ?» Elle fit pour se dégager un geste brusque et du bout des doigts atteignit le nez de son mari. Il eut une rage, se croyant frappé, et d'un élan, il se rua sur elle. Il la tenait maintenant sous lui, la giflant de toute sa force et criant « Tiens, 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 voilà, voilà, gueuse, catin, catin !» Puis, quand il fut essoufflé, à bout d'énergie, il se leva et se dirigea vers la commode pour se préparer un verre d'eau sucrée à la fleur d'oranger, car il se sentait brisé à défaillir. Et elle pleurait au fond du lit, poussant de gros sanglots, sentant tout son bonheur fini par sa faute. Alors, au milieu des larmes, elle balbutia. « Écoute, Antoine, viens ici. Je t'ai menti. Tu vas comprendre. Écoute. » Et, prête à la défense maintenant, armée de raison et de ruse, elle souleva un peu sa tête ébouriffée dans son bonnet chaviré. Et lui, se tournant vers elle, s'approcha, honteux d'avoir frappé, mais sentant vivre au fond de son cœur de mari une haine inépuisable contre cette femme qui avait trompé l'autre, sourit. L'attente. On causait, entre hommes, après dîner, dans le fumoir. On parlait de successions inattendues, d'héritages bizarres. Alors monsieur le Brumand, qu'on appelait tantôt l'illustre maître, tantôt l'illustre avocat, vint s'adosser à la cheminée. « J'ai, dit-il,
à rechercher en ce moment un héritier disparu dans des circonstances particulièrement terribles. C'est là un de ces drames simples et féroces de la vie commune. Une histoire qui peut arriver tous les jours et qui est cependant une des plus épouvantables que je connaisse. La voici. Je fus appelé, voici à peu près 6 mois, auprès d'une mourante. Elle me dit « Monsieur, je voudrais vous charger de la mission la plus délicate, la plus difficile et la plus longue qui soit. Prenez, s'il vous plaît, connaissance de mon testament, là, sur cette table. Une somme de 5 000 francs vous est léguée, comme honoraire, si vous ne réussissez pas, et de 100 000 francs si vous réussissez. Il faut retrouver mon fils après ma mort. » Elle me pria de l'aider à s'asseoir dans son lit pour parler plus facilement, car sa voix saccadée, essoufflée, sifflait dans sa gorge. Je me trouvais dans une maison fort riche. La chambre luxueuse, d'un luxe simple, était capitonnée avec des étoffes épaisses comme des murs, si douce à l'œil qu'elle donnait une sensation de caresse, si muette que les paroles semblaient y entrer, y disparaître, y mourir. L'agonisante reprit. « Vous êtes le premier être à qui je vais dire mon horrible histoire. Je tâcherai d'avoir la force d'aller jusqu'au bout. Il faut que vous n'ignoriez rien pour avoir, vous, que je sais être un homme de cœur en même temps qu'un homme du monde, le désir sincère de m'aider de tout votre pouvoir. Écoutez-moi. Avant mon mariage, j'avais aimé un jeune homme dont ma famille repoussa la demande parce qu'il n'était pas assez riche. J'épousai peu de temps après un homme fort riche. Je l'épousai par ignorance, par crainte, par obéissance, par nonchalance, comme épousent les jeunes filles. J'en eus un enfant, un garçon. Mon mari mourut au bout de quelques années. Celui que j'avais aimé s'était marié à son tour. Quand il me vit veuve, il éprouva une horrible douleur de n'être plus libre. Il me vint voir. Il pleura et sanglota devant moi à me briser le cœur. Il devint mon ami. J'aurais dû, peut-être, ne le pas recevoir. Que voulez-vous? J'étais seule, si triste, si seule, si désespérée, et je l'aimais encore, comme on souffre parfois. Je n'avais que lui au monde, mes parents étant morts aussi. Il venait souvent, il passait des soirs entiers auprès de moi. Je n'aurais pas dû le laisser venir si souvent, puisqu'il était marié, mais je n'avais pas la force de l'en empêcher. Que vous dirais-je? Il devint mon amant. Comment cela s'est-il fait? Est-ce que je le sais? Est-ce qu'on sait? Croyez-vous qu'il puisse en être autrement quand deux créatures humaines sont poussées l'une vers l'autre par cette force irrésistible de l'amour partagé? Croyez-vous, monsieur, qu'on puisse toujours résister, toujours lutter, toujours refuser ce que demandent avec des prières, des supplications, des larmes, des paroles affolantes, des agenouillements, des emportements de passion, l'homme qu'on adore, qu'on voudrait voir heureux en ses moindres désirs, qu'on voudrait accabler de toutes les joies possibles et qu'on désespère pour obéir à l'honneur du monde? Quelle force il faudrait, quel renoncement au bonheur, quelle abnégation, et même quel égoïsme d'honnêteté, n'est-il pas vrai? Enfin, monsieur, je fus sa maîtresse, et je fus heureuse. Pendant 12 ans, je fus heureuse. J'étais devenue, et c'est là ma plus grande faiblesse et ma grande lâcheté, j'étais devenue l'amie de sa femme. Nous élevions mon fils ensemble, nous en faisions un homme véritable, intelligent, plein de sens et de volonté, d'idées généreuses et larges. L'enfant atteignit 17 ans. Lui, le jeune homme, aimait mon amant presque autant que je l'aimais moi-même, car il avait été également chéri et soigné par nous deux. Il l'appelait « bon ami » et le respectait infiniment, n'ayant jamais reçu de lui que des enseignements sages et des exemples de droiture, d'honneur et de probité. Il le considérait comme un vieux, loyal et dévoué camarade de sa mère, comme une sorte de père moral,
de tuteur, de protecteur, que sais-je. Peut-être ne s'était-il jamais rien demandé, accoutumé dès son plus jeune âge à voir cet homme dans la maison, près de moi, près de lui, occupé de nous sans cesse. Un soir, nous devions dîner tous les trois ensemble, c'était là mes plus grandes fêtes, et je les attendais tous les deux, me demandant lequel arriverait le premier. La porte s'ouvrit. C'était mon vieil ami. J'allai vers lui, les bras tendus, et il me mit sur les lèvres un long baiser de bonheur. Tout à coup, un bruit, un frôlement, presque rien, cette sensation mystérieuse qui indique la présence d'une personne, nous fit tressaillir et nous retourner d'une secousse. Jean, mon fils, était là, debout, livide, nous regardant. Ce fut une seconde atroce d'affolement. Je reculai, tendant les mains vers mon enfant comme pour une prière. Je ne le vis plus. Il était parti. Nous sommes demeurés face à face, atterrés, incapables de parler. Je m'affaissai sur un fauteuil, et j'avais envie, une envie confuse et puissante, de fuir, de m'en aller dans la nuit, de disparaître pour toujours. Puis des sanglots convulsifs m'emplirent la gorge, et je pleurais, secoué de spasmes, l'âme déchirée, tous les nerfs tordus par cette horrible sensation d'un irrémédiable malheur, et par cette honte épouvantable qui tombe sur le cœur d'une mère en ces moments-là. Lui restait effaré devant moi, n'osant ni m'approcher, ni me parler, ni me toucher, de peur que l'enfant ne revînt. Il dit enfin : « Je vais le chercher, lui dire, lui faire comprendre. Enfin, il faut que je le voie, qu'il sache. » Et il sortit. J'attendis éperdu, tressaillant au moindre bruit, soulevé de peur, et je ne sais de quelle émotion indicible et intolérable à chacun des petits craquements du feu dans la cheminée. J'attendis 1 heure, 2 heures, sentant grandir en mon cœur une épouvante inconnue, une angoisse telle que je ne souhaiterais point au plus criminel des hommes 10 minutes de ces moments-là. Où était mon enfant ? Que faisait-il ? Vers minuit, un commissionnaire m'apporta un billet de mon amant. Je le sais encore par cœur. « Votre fils est-il rentré ? Je ne l'ai pas trouvé. Je suis en bas. Je ne veux pas monter à cette heure. » J'écrivis au crayon sur le même papier. « Jean n'est pas revenu. Il faut que vous le retrouviez. » Et je passais toute la nuit sur mon fauteuil, attendant. Je devenais folle. J'avais envie de hurler, de courir, de me rouler par terre. Et je ne faisais pas un mouvement, attendant toujours. Qu'allait-il arriver ? Je cherchais à le savoir, à le deviner. Mais je ne le prévoyais point, malgré mes efforts, malgré les tortures de mon âme. J'avais peur maintenant qu'ils ne se rencontrassent. Que ferait-il ? Que ferait l'enfant ? Des doutes effrayants me déchiraient, des suppositions affreuses. Vous comprenez bien cela, n'est-ce pas, monsieur ? Ma femme de chambre, qui ne savait rien, qui ne comprenait rien, venait sans cesse, me croyant folle sans doute. Je la renvoyais d'une parole ou d'un geste. Elle alla chercher le médecin, qui me trouva tordu dans une crise de nerfs. On me mit au lit. J'eus une fièvre cérébrale. Quand je repris connaissance, après une longue maladie, j'aperçus près de mon lit mon amant, seul. Je criai « Mon fils ! Où est mon fils ?» Il ne répondit pas. Je balbutiai. « Mort ! Mort ! Il s'est tué ?» Il répondit « Non, non, je vous le jure. » Mais nous ne l'avons pas pu rejoindre malgré mes efforts. Alors je prononçai, exaspéré soudain, indigné même, car on a de ces colères inexplicables et déraisonnables. « Je vous défends de revenir, de me revoir. Si vous ne le retrouvez pas, allez-vous-en. » Il sortit. Je ne les ai jamais revus, ni l'un ni l'autre, monsieur, et je vis ainsi depuis 20 ans. Vous figurez-vous cela ? Comprenez-vous ce supplice monstrueux, ce lent et constant déchirement de mon cœur de mère, de mon cœur de femme, cette attente abominable et sans fin ? Sans fin !
Non, elle va finir, car je meurs. Je meurs sans les avoir revus, ni l'un ni l'autre. Lui, mon ami, m'a écrit chaque jour depuis 20 ans. Et moi, je n'ai jamais voulu le recevoir, même une seconde, car il me semble que, s'il revenait ici, c'est juste à ce moment-là que je verrais reparaître mon fils. Mon fils. Mon fils. Est-il mort? Est-il vivant? Où se cache-t-il? Là-bas, peut-être, derrière les grandes mers, dans un pays si lointain que je n'en sais même pas le nom. Pense-t-il à moi? Oh, s'il savait! Que les enfants sont cruels! A-t-il compris à quelle épouvantable souffrance il me condamnait? Dans quel désespoir, dans quelle torture il me jetait vivante, et jeune encore, pour jusqu'à mes derniers jours, moi sa mère, qui l'aimait de toute la violence de l'amour maternel. Que c'est cruel, dites. Vous lui direz tout cela, monsieur. Vous lui répéterez mes dernières paroles. Mon enfant, mon cher, cher enfant, sois moins dur pour les pauvres créatures. La vie est déjà assez brutale et féroce. Mon cher enfant, songe à ce qu'a été l'existence de ta mère, de ta pauvre mère, à partir du jour où tu l'as quittée. Mon cher enfant, pardonne-lui et aime-la, maintenant qu'elle est morte, car elle a subi la plus affreuse des pénitences. Elle haletait, frémissante, comme si elle eût parlé à son fils, debout devant elle. Puis elle ajouta: « Vous lui direz encore, monsieur, que je n'ai jamais revu l'autre. » Elle se tut encore, puis reprit d'une voix brisée: « Laissez-moi maintenant, je vous prie. Je voudrais mourir seule, puisqu'ils ne sont point auprès de moi. » Maître Le Brumant ajouta: « Et je suis sorti, messieurs, en pleurant comme une bête, si fort que mon cocher se retournait pour me regarder. Et dire que, tous les jours, il se passe autour de nous un tas de drames comme celui-là. Je n'ai pas retrouvé le fils, ce fils. Pensez-en ce que vous voudrez, moi, je dis, ce fils criminel. » Merci pour votre écoute. Prochaine nouvelle, première neige. À bientôt.